Imaginez-vous, seul en pleine mer, l'eau est sombre sous vos pieds et vous n'avez aucune idée de ce qui pourrait s'y cacher. Un frisson vous parcourt. Seriez-vous capable de plonger plus profondément ou ressentez-vous une peur incontrôlable ? La thalassophobie. À ne pas confondre avec l'aquaphobie, dont on parlera peut-être plus tard, ce n'est pas la peur de l'eau, mais bien de l'océan et des profondeurs dont le thalassophobe a peur. Je parle d'océan, mais il s'agit plutôt des grandes étendues d'eau en général. Même un grand lac, profond, pourra déclencher cette phobie. Il s'agit d'un trouble anxieux général, une phobie spécifique classée dans la catégorie des phobies liées à l'environnement naturel. L'océan est vaste et facilement terrifiant pour qui n'y est pas habitué. Moi-même, qui ne suis pas thalassophobe, qui adore nager et plonger, je me suis retrouvée à plusieurs reprises avec ce sentiment indéfinissable, cette sorte de pression mélangée à un malaise croissant, pour un peu qu'on y prête trop d'attention. Je me souviens de ce jour où, en vacances à La Réunion, je me suis aventurée en kayak près de la barrière de corail qui protège le lagon, où nous nous baignons tous les jours. J'ai vu les vagues, la limite du lagon, et après ça le bleu profond. Une petite boule s'est insinuée dans mon ventre, remontant jusqu'à ma gorge et me donnant une sueur froide. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai continué à regarder, un peu avec le sentiment terrible que si je franchissais cette barrière, j'étais perdue à jamais. Et j'ai fait demi-tour. Cette réaction n'est pas surprenante quand on y pense. Notre corps, notre tête, nous envoie un signal fort et nous prévient qu'après tout, nous ne sommes pas dans notre élément. Il y a quelques années, j'ai fait de la plongée, c'était super cool. J'en avais jamais fait avant en haute mer, donc je descends sous l'eau avec le moniteur et c'est un plaisir. Le spot de plongée, c'était une eau peu profonde de quelques mètres, et d'un coup, l'abysse. Donc on s'est retrouvés devant l'abysse, j'ai été complètement paralysée de peur. Regarder au fond, c'est comme voir la mort, tout est sombre. On se rend pas compte, mais la différence de température dans l'abysse crée un courant d'eau froide qui va directement au fond. Vous le sentez dans votre dos qui vous aspire et vous appelle à venir plonger. J'étais déjà tétanisée. Je voulais faire demi-tour. Le moniteur a rien trouvé de mieux que d'aller au-dessus. J'ai littéralement fait une crise de panique. Le pire, c'est que comme un con, je me suis lâchée de lui et j'ai commencé à tomber dans l'abysse. Il m'a rattrapée et m'a remontée. Le mec s'est immédiatement excusé. Il pensait pas que j'étais thalassophobe. Moi non plus d'ailleurs. J'ai passé le reste des vacances à l'hôtel. J'ai mis 24 heures à arrêter de trembler et 2 jours à pouvoir manger de nouveau. La thalassophobie, c'est aussi la peur de l'inconnu, de ce qui se trouve en dessous, qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Chaque fois que nous faisons de la plongée avec tuba ou que nous plongeons dans des eaux claires et profondes, il me faut quelques minutes pour surmonter une intense sensation de chute, chaque fois que je regarde en bas. Ce n'est pas la peur de ce qui pourrait m'arriver, c'est la peur du néant, du froid, de l'infini, de la solitude. Je ne peux qu'imaginer une sorte d'horrible tube de chair et de dents remontant lentement des profondeurs et aspirant tout ce qui se trouve au-dessus. La seule pensée qu'on n'a pas encore tout découvert sur les fonds marins suffit à en terrifier certains et à enflammer l'imagination d'autres. L'imaginaire autour des créatures marines et des profondeurs alimentées par la mythologie et par les anciennes cartes marines par exemple, foisonne d'œuvres cultes qui font appel à cette peur de l'inconnu et ont pour quelques-unes contribué à déclencher la thalassophobie chez certaines personnes. Les Dents de la mer en première ligne, on peut également citer le film Abyss, le livre de Jules Verne, 20 milieux sous les mers, certains récits de Lovecraft, ou encore plus récemment, des jeux vidéo comme Subnautica, dans lequel on plonge littéralement dans les profondeurs à la rencontre de créatures monstrueuses. Ceux qui ont joué savent la terreur de se retrouver pour la première fois face au Léviathan. La thalassophobie est parfois déclenchée par un événement traumatisant, se retrouver emporté par le courant ou submergé par les vagues par exemple, ou bien survivre à un naufrage. C'est ce qui est arrivé à Harrison O'Kenney, seul survivant d'un remorqueur qui a coulé en 2013. Il s'est retrouvé piégé dans une bulle d'air
à 30 mètres de profondeur. Le 26 mai 2013, Harrison Okene, un cuisinier nigérian de 29 ans, travaille à bord d'un remorqueur chargé d'assister les plateformes pétrolières au large des côtes du Nigeria. Il est en mer avec 11 autres membres d'équipage lorsqu'en pleine nuit, une terrible tempête frappe leur navire. Une vague massive les heurte de plein fouet. Le bateau se renverse et coule à une profondeur de 30 mètres en quelques minutes. Pris au dépourvu, les marins n'ont aucune chance. Ils sont projetés à l'eau ou écrasés dans les compartiments du bateau. Harrison, lui, est aux toilettes lorsque le navire chavire. En un instant, il se retrouve propulsé contre les murs alors que le bateau coule dans les profondeurs sombres de l'Atlantique. Je venais d'aller aux toilettes. J'ai fermé la porte et j'étais assis lorsque le navire a tourné vers la gauche. Ce que j'ai vu après, c'est que les toilettes sur lesquelles j'étais assis étaient soudainement au-dessus de ma tête. Alors que l'eau envahit rapidement le navire, Harrison est emporté par le courant à travers les couloirs inondés. Par miracle, il se retrouve dans une petite poche d'air, coincé dans une cabine. En boxer et avec une lampe torche, il cherche tout de même des survivants autour de lui, mais il doit se rendre à l'évidence. Il est seul, et la batterie de sa torche finit par lâcher. Il se retrouve dans le noir absolu, sans nourriture, et avec pour seul bruit l'écho sinistre de l'eau frappant les parois du bateau englouti. Il rapportera plus tard le plus terrifiant. Il sentait les poissons et autres créatures marines nager autour de lui, se nourrissant sans doute des corps de ses camarades disparus. Alors que tout espoir semblait perdu, le 3e jour après le naufrage, une équipe de plongeurs envoyée pour récupérer les corps des marins explore l'épave. En avançant prudemment dans les couloirs immergés, un plongeur s'est retrouvé soudainement face à une main qui bougeait dans l'obscurité. Pris de panique, il a d'abord cru qu'il s'agissait d'un cadavre qui réagissait au mouvement de l'eau. Mais en touchant la main, il a senti que quelqu'un lui serrait les doigts. C'est là qu'ils comprirent l'impensable. Quelqu'un était encore vivant dans cette épave. Les plongeurs ont alors communiqué avec la surface. « Nous avons trouvé un survivant. » Sortir Harrison de l'épave n'était pas simple. Après 60 heures sous l'eau, son corps avait accumulé une quantité dangereuse d'azote, et une remontée rapide aurait pu provoquer un accident de décompression mortel. Pour éviter cela, les plongeurs lui ont donné un masque avec de l'oxygène contrôlé et l'ont remonté lentement, en plusieurs étapes, jusqu'à la surface. Une fois à l'air libre, Harrison a été immédiatement placé dans une chambre de décompression pendant plusieurs jours pour stabiliser son corps. Harrison Okene était le seul survivant des 12 membres d'équipage. Son histoire a fait le tour du monde et la vidéo de sa découverte par les plongeurs, filmée par une caméra sous-marine, est devenue virale. Malgré cette expérience traumatisante, Harrison a survécu sans séquelles physiques, mais avec un profond traumatisme psychologique. Il a pendant longtemps refusé de retourner en mer, mais aux dernières nouvelles, il est devenu plongeur, un hommage aux hommes qui l'ont sauvé. Ce matin, ma femme m'a dit « Ne pars pas. Le dimanche, c'est fait pour rester au lit. » Mais le bleu m'appelle, elle le sait. Elle m'en voudra un peu, comme toujours, et je reviendrai un peu avant midi, comme toujours. Je sors du lit doucement. Le jour n'est pas encore levé, c'est bien. Je préfère être seule pour me préparer avant les touristes. Je suis impatient, excité. Lors de ma dernière plongée, je suis sûre d'avoir vu une grotte qui n'apparaît pas sur les cartes, et que je n'avais jamais vue. Je me prépare, déjeune rapidement, et je vérifie mon matériel une dernière fois avant de partir. Je connais la route par cœur. Les paysages défilent dans mon indifférence. Je suis dans mes pensées, déjà sous l'eau. Le soleil est levé quand j'arrive au trou bleu, et sa beauté ne me lasse jamais. 2 personnes sont déjà sur la plage. Ils viennent d'arriver eux aussi, et sont en train de se préparer. « Et voilà le roi du bleu !» me salue l'un d'eux. Je réponds d'un hochement de tête et d'un sourire et continue mon chemin. Je m'équipe rapidement, enfile ma combinaison et ajuste mon masque. L'eau est fraîche lorsque je m'immerge, mais je ne ressens plus le froid après quelques instants. La descente commence, mes mouvements sont lents et précis. Chaque respiration est maîtrisée.
La lumière du matin filtre à travers l'eau, dessinant des arabesques mouvantes sur les parois du trou. J'avance en direction de la grotte aperçue la dernière fois. Le fond marin m'est familier. Et pourtant, une tension sourde s'installe en moi à mesure que j'approche. Quand enfin j'aperçois l'entrée de la cavité, mon cœur s'accélère. L'ouverture est béante, un puits d'ombre dans l'azur. Je vérifie mon matériel une dernière fois, m'assure que mon fil d'Ariane est bien fixé avant de pénétrer dans l'inconnu. L'obscurité m'avale aussitôt. Le faisceau de ma lampe découpe l'espace devant moi, révélant un tunnel étroit qui semble plonger plus profondément encore. L'adrénaline pulse dans mes veines, mais l'excitation l'emporte sur l'appréhension. Je suis fasciné par cette découverte, et c'est un bonheur d'évoluer dans cette grotte. Pourtant, je ne sais pas encore où elle mène, si elle mène bien quelque part. Je ne m'en fais pas. J'ai assez d'air encore et je sais quand faire demi-tour pour éviter le point de non-retour. Je m'enfonce plus loin dans les tunnels. Soudain, un mouvement furtif dans mon champ de vision. Une ombre glisse à la lisière de ma lampe. Je me fige, garde mon calme. Il s'agit certainement de quelques poissons arrivés jusque-là. Les battements de mon cœur se sont accélérés, et je dois fournir un effort supplémentaire pour ralentir le rythme et continuer à avancer. Sans comprendre pourquoi, un malaise m'envahit à mesure que j'explore cette succession de grottes et de tunnels. Et puis ça me frappe. Les parois. Les parois sont couvertes d'étranges concrétions, certaines semblant étrangement organiques, comme des amas de chair pétrifiée. Une sensation me ronge peu à peu. Une présence. L'impression d'être observé. Puis un bruit. Une vibration sourde, à la limite du perceptible. Je tourne la tête et je le vois. Il flotte à quelques mètres de moi, à peine éclairé par mon faisceau. Un homme, ou du moins ce qui en reste. Sa peau est gonflée, parcheminée. Son corps est figé dans une posture anormale, ses bras tordus dans un angle impossible, sa bouche béante comme dans un cri silencieux. Ses yeux... Non, pas des yeux. 2 orbites vides, béantes, noires comme l'abîme qui m'entoure. Mon cerveau refuse d'accepter ce que je vois. Un cadavre pris au piège dans la grotte, emporté ici par le courant. Voilà ce que c'est. Voilà ce que je dois croire. Mais alors, pourquoi bouge-t-il contre toute logique ? Pourquoi semble-t-il dériver lentement, alors qu'il n'y a pas de courant ? Mon souffle s'accélère. Ma vision se trouble une fraction de seconde. Il disparaît dans un tunnel et j'essaie de rester calme, le plus calme possible. Lentement, je fais demi-tour. Je veux mettre le plus de distance entre cette chose et moi. Je prends un tunnel, puis un autre, et mon cœur manque un battement. Je ne suis plus le fil. Il n'est plus accroché à moi, mais depuis combien de temps ? Toutes les grottes se ressemblent. Il n'y a aucune lumière, sauf celle artificielle de ma lampe. Une peur indicible m'empoigne les entrailles. Moi qui étais le roi du bleu, la terreur m'envahit lorsque je prends conscience de la masse d'eau qui me sépare de la vie. Je ne suis plus que la proie des profondeurs. Tout autour de moi, ce sont les ténèbres qui règnent. Les ténèbres et cette créature impensable. Est-elle réelle, ou bien le résultat des effets d'une narcose ou de l'hyperoxie ? À tâtons, je tente encore de retrouver mon fil d'Ariane. Il est ma seule porte de sortie. En vain. Je vais mourir ici. Ce matin, ma femme m'a dit « Ne pars pas ».